j'ai créé mes 2 premières entreprises. C'est de la programmation informatique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et du coup, je me suis dit après, pour diversifier un peu, pour faire des choses plus amusantes, je me suis dit que j'allais faire une start-up dans les réseaux sociaux. Et c'est là que vous avez rencontré Michael et Akoneo Incubateur. Exactement, c'est à ce moment-là qu'on a lancé, on va dire, le principe de l'incubation, même si on travaille déjà sur ces sociétés informatiques, sur la partie... en tant qu'expert comptable. Ouais. C'est ça. C'est ça, il y avait de gros sujets d'expertise comptable, du coup j'avais besoin d'un heavy hitter. Et Michael a fait le taf. Ok, très bien. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on parlait de l'évolution de la profession. Michael, est-ce que vous pouvez nous exposer votre point de vue à ce sujet Bien sûr. On est tous conscients de ça aujourd'hui, je pense. La profession elle est en train de muter beaucoup. Le président de l'Ordre vient de nous l'expliquer bien en détail. Ces objectifs liés notamment, alors moi je vais parler de data forcément parce que c'est des choses qui vont plus nous intéresser ici, qui sont en train de muter au niveau de la data, ça nous intéresse tous, on en a tous besoin aujourd'hui. Le nombre d'acteurs présents aujourd'hui et qui vont être, je pense pour la majorité ou certains d'entre eux en tout cas, récompensés au fur et à mesure de la journée. Pour moi, ils sont prépondérants dans ce qu'on est en train de faire en expertise. Dans le cadre du palmarès du chiffre. Exactement. On a un certain nombre de nos partenaires qui sont là aujourd'hui et on les remercie pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que la mutation de la profession, elle est là. On a besoin d'eux. On a besoin qui nous permettent de lâcher les missions un petit peu à moins forte valeur ajoutée qu'on avait historiquement. Et qu'on puisse derrière proposer des nouvelles choses. L'incubation, c'est peut-être aller au bout de la réflexion. Il y en a plein d'autres au milieu qu'on fait déjà. En ce moment, les sujets à la mode, c'est l'examen de conformité. Les sujets à la mode, c'est gestion de patrimoine. On en parle beaucoup. Voilà, donc on a beaucoup de missions qu'on peut proposer. Au-delà de l'incubateur, vous développez effectivement d'autres missions. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. C'est clairement l'un des objectifs, je pense, pas que de nous, des experts comptables en règle générale. Jean-Gabriel, en tant que chef d'entreprise et donc client des experts comptables, quel regard portez-vous sur cette évolution de la profession du chiffre En tant que chef d'entreprise, historiquement, l'expert co, on va dire, c'est l'un de ceux qui s'occupe de toutes les parties chiantes. Ce que j'entends par les parties chiantes, c'est les parties qui sont comme pas ça, cœur de métier. On est tous décomplexés. Voilà, c'est ça, qu'on soit clair. On dit les choses. C'est ça. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Sauf que le truc à comprendre, c'est que c'est aussi un interlocuteur privilégié. La raison pour laquelle c'est un interlocuteur privilégié, c'est que n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès au compte de l'entreprise de manière générale. Et du coup, forcément, il y a une relation de confiance qui est obligée de s'instaurer si on veut faire des choses. Un autre truc, c'est que l'expert comptable a aussi l'expérience d'avoir le regard sur le compte de plein d'autres entreprises et a cette relation de confiance avec plein d'autres entreprises. Et du coup, forcément, les discussions, dès qu'on va parler de budget prévisionnel ou autre, ça va commencer à dévier vers du conseil en stratégie, qui n'est pas facturé, mais qui est quand même une mission intégrale. Quand je bosse avec Michael, en tout cas quand on bossait avant à Akoneo déjà sur les entreprises avec les sujets purement d'expertise comptable, il y avait l'expertise comptable, tout ce qui est conformité, trucs comme ça, mais la partie intéressante, en tout cas la plus-value que je vois chez Michael comparé à une solution standard qui pourrait même être faite par un ordinateur, c'est justement tout ce conseil, toute cette stratégie, tout cet accompagnement. Il y a 2 points qui sont importants ici, je pense, c'est relation de confiance. Il faut qu'on arrive à garder ça malgré tous les outils que nos partenaires nous proposent aujourd'hui. Si on perd la relation de confiance, je pense qu'on va perdre l'intérêt de l'expertise, de l'expert comptable en tout cas. Et le deuxième point, l'aspect humain. Voilà, c'est ça. Ça veut dire aussi que nos clients, en tout cas nous, c'est un des points qu'on a vu dès le départ, c'est cool que tu t'occupes de la partie chiante, mais si tu t'occupes que de la partie chiante, tu es un ordinateur pour moi et c'est pas le but. J'ai envie de plus, je veux plus. Et je pense que nos clients aujourd'hui, ils ont envie de plus. Et tout ce qu'on a mis en place, en tout cas,
On va le voir, ça a été mis en place sur ce postulat-là. Alors, on a compris le message, hein, les chefs d'entreprise veulent plus que la simple comptabilité. La profession du chiffre évolue, hein, on le disait, les experts comptables donc, doivent trouver de nouvelles missions et c'est précisément dans cette mouvance, Michael, que vous avez créé ce fameux incubateur Aconeo, donc un modèle particulièrement intéressant. Hein. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé? Alors, sur le principe, déjà, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai créé le cabinet d'expertise comptable sur la base simple de dire je trouve les outils super cool, j'utilise les outils, mes clients sont contents parce que on utilise des outils en ligne. Je peux bosser avec des gens qui sont dans toute la France, j'avais pas envie de bosser des gens qui sont juste à côté de chez moi, donc je bosse avec des gens qui sont partout. Et deuxième point, une fois que j'ai fait cette partie chiante, je ne veux pas laisser mon client juste comme ça. Donc je vais lui proposer obligatoirement, il n'a pas le choix, des rendez-vous stratégiques dans l'année. Un rendez-vous stratégique chez nous, c'est quoi? C'est un rendez-vous où on ne prend pas un chiffre sous les yeux, où on va simplement échanger avec notre client sur sa partie stratégie, sur sa partie communication, sur sa partie marketing, sur sa partie globalement vision. Un chef d'entreprise parle à un chef d'entreprise. Il a confiance dans son expert comptable pour plein de raisons qu'on a évoquées un petit peu plus tôt. Et du coup, cette discussion, elle est très ouverte. On va parler d'état d'âme, on va parler de beaucoup de choses. Et finalement, ces rendez-vous ont permis, au fur et à mesure du temps, que certains de nos clients, pas tous, certains ont dit les rendez-vous stratégiques 2 fois par an, c'est cool, ça me permet de me remettre à d'équerre sur ma pensée globale. Et d'autres m'ont dit, mais je veux plus. Je suis incubé à droite, à gauche dans un incubateur public. Je suis en train de lancer ma start-up et je ne suis pas incubé du tout. Mais tes rendez-vous stratégiques, c'est ce dont j'ai besoin, mais par contre, je veux le faire plus. Problématique chez nous à ce moment-là de dire, si je veux bien, mais je n'ai pas les ressources en interne. Nos équipes sont performantes, techniquement douées, mais pas forcément à même de faire une discussion de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Donc à ce moment-là, je me suis posé la question, j'ai dû leur répondre non, je ne peux pas. Aujourd'hui, matériellement, je n'y arrive pas à faire plus. Et j'ai pris contact du coup avec Myriam. Ça a été une rencontre, effectivement, c'est ce que vous m'aviez raconté, avec un profil particulier, Myriam. C'est ça, alors c'est pas forcément, je la connaissais depuis longtemps, le Covid est arrivé qui a fait qu'elle a été rapatriée de force, entre guillemets, qu'elle était au Myanmar à l'époque, en Birmanie, début de Covid, donc elle a été rapatriée d'urgence vers la France à ce moment-là, et à ce moment-là je lui en ai parlé, je lui ai dit j'ai plusieurs clients qui commencent à me taper à la porte et à me dire trouve-moi une solution. Et je lui ai dit, je ne me lance pas sans toi. On expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi. Je veux bien y aller, mais j'ai besoin de toi. Et là, concrètement, elle a pris 2-3 mois de réflexion. Au bout de 3 mois, il y a tout pile 1 an, elle m'a dit, ok, go, on y va. On a pris 3-4 mois pour réfléchir et on a lancé l'incubateur à ce moment-là. Ok, on comprend bien l'histoire. Et alors, quels sont les services proposés par Aconeo et quelle est aussi la particularité de votre modèle par rapport aux autres incubateurs? Parce qu'Aconeo, ce n'est pas un incubateur classique. Clairement. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il y a 2 types d'incubateurs, les incubateurs publics ou les incubateurs privés. Les rôles de chacun ne sont pas forcément les mêmes. On va se rapprocher plus d'un incubateur privé, on ne va pas se mentir. Les incubateurs publics, leur rôle, ça va être vraiment, il y a des choses très intéressantes au niveau de la formation des dirigeants, au niveau aussi des levées de fonds, ils sont très présents dans l'écosystème de chaque région, par contre c'est souvent des organismes régionaux. Et nous, on va se positionner plus dans l'idée incubateur privé, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'une fois qu'il a été formé correctement, notre entrepreneur, une fois qu'il a aussi pu lever des fonds, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il en fait de cet argent? Concrètement, j'ai levé, moi j'ai déjà des 300-400 000 euros, j'ai déjà vu des personnes comme ça qui me disent, j'ai 300-400 000 euros devant moi, j'ai plus ou moins un business model parce que l'incubateur public m'a aidé à le mettre en place, et maintenant je fais quoi? Ça, c'est une réelle problématique. L'expert comptable, pour moi, est au cœur de ce sujet-là, de ces sujets-là. Par contre, matériellement, il n'a pas le temps de les accompagner, ses clients, pour aller faire ça en détail. Donc nous, le modèle, c'est quoi? C'est des rendez-vous stratégiques tous les 15 jours. Chez toi, je crois que vous avez même mis en place des rendez-vous toutes les semaines. Un peu plus court, un format plus court, ça t'arrangeait mieux, je crois.
Donc, sur le principe, tous les 15 jours, rendez-vous stratégique avec derrière une machine. Une machine qui dit, je vais vous aider sur de l'opérationnel, je vais vous aider sur de la communication, je vais vous aider sur du juridique. Et donc un accompagnement très complet sur l'ensemble des fonctions, on va dire, back-office d'une société. Et bien sûr, l'accompagnement stratégique. Ça, tu en parleras peut-être mieux que moi. Alors, Michael, donc vous êtes, on l'a compris, incubé chez Aconeo. Pouvez-vous nous raconter votre intégration dans ce magnifique incubateur? Ouais, bien sûr. Je trouve que Michael vend souvent complètement ce qu'il fait avec Aconeo. Incubation, c'est peut-être le terme le plus proche, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Concrètement, je vois ça comme l'externalisation de toutes les tâches qui ne sont pas cœur de métier. Donc ça veut dire, moi, avec TACAT, concrètement, j'ai juste à me concentrer sur la partie technique. Donc il y a un côté un peu DAF externalisé peut-être sur l'idée ou Plus que DAF. Ouais, c'est tout. Je vais expliquer. Okay. Donc il y a la partie expertise comptable, il y a la partie administrative, mais il y a aussi par exemple la partie business development, études de marché, communication, marketing. Ah oui, ça va vraiment très loin. Oui, gestion des réseaux sociaux, création du site internet. Ça, c'est un modèle très intéressant. C'est ça. Ouais. Fondamentalement, quand j'étais plus jeune, un rêve, c'était qu'il me soit possible de créer une entreprise, mais uniquement de me concentrer sur la partie technique. C'est un rêve qui est partagé par plein d'autres personnes qui sont dans les domaines techniques. Donc c'est quasiment un associé, le rôle d'un associé. Ouais. Business partner, là on a vraiment... c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que Michael sous-vendait complètement ce qu'il faisait. C'est pas juste du consulting ou de l'accompagnement, c'est un business partner qui s'occupe de toutes les tâches qui ne sont pas cœur de métier. C'est là où Myriam intervient, je pense. Ouais. Et c'est pour ça que Michael tout seul n'aurait pas suffi. Parce que il est très bon techniquement, il est très bon sur l'expertise comptable, il est très intelligent pour tout ce qui est stratégie, etc. Mais sur la partie BD, c'est pas forcément sur quoi. C'est un métier. Ouais, voilà, c'est un métier à part et c'est pas le sien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un peu comment ça se passe concrètement l'incubation chez Aconeo au jour le jour Concrètement, au début. Moi, j'avais déjà mes entreprises, donc j'avais commencé à développer l'aspect technique moi-même. En parallèle, avec Aconeo, on a commencé à faire l'étude de marché, le business model, toutes ces choses-là. Donc ça prenait quelle forme? Ça prenait la forme, au début plus que de réunions hebdomadaires, mais c'était pas strict, c'est juste plein d'appels pour mettre en forme les idées, mettre en place le projet, etc. etc. Et une fois que ça a été fait, on s'est dit, à partir d'un moment, on y va sérieusement. Et du coup, quand on y allait sérieusement, on a pris mon prototype, on l'a un peu jeté, et on a pris ensuite un freelancer pour la partie technique, et Aconeo a recruté pour tout ce qui est, on va dire, commercial, opérationnel, etc. etc. Et en gros, au quotidien, Aconeo passe plus de temps sur cette entreprise que moi. Ok, c'est c'est ça. C'est impressionnant. Ouais. Oui, c'est très cool. Maintenant, je dirais même plus que je fais de la gestion à distance ou du pilotage, entre guillemets. Au début, sur l'aspect technique, c'était vraiment à moi de le faire, etc. Mais maintenant qu'on se comprend tous, que le freelancer a fait la plupart des choses, etc., etc., maintenant, l'emphase va plus être sur la partie commerciale et du coup, j'aide à la stratégie parce que c'est moi qui ai la vision du projet, qui ai conçu le projet, mais l'opérationnel, c'est Aconeo qui s'en charge. Ok. Alors, on voit que c'est peu de le dire, hein, vous êtes satisfait des services proposés. Quels sont, selon vous, les points particulièrement positifs et peut-être tout de même pour critiquer un petit peu les aspects négatifs qui mériteraient d'être davantage développés, selon vous? C'est pas que c'est négatif ou autre, c'est que l'activité vient de se lancer. Donc on est un peu des cobayes, des crash tests, on peut dire. Donc, vous avez combien d'entreprises du coup incubées chez Aconeo Aujourd'hui, on est à 5 incubés et il y a 3 sociétés en comité d'intégration actuellement. Okay, parce que ça fait 6 mois, je crois, que vous avez lancé le modèle. On a lancé, donc en juillet, on s'est mis d'accord. Juillet, on s'est mis d'accord avec Myriam et on a lancé en novembre. Ok. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on est dans les crash tests, on est encore en train d'essayer d'améliorer les choses. Je sais qu'en septembre, déjà, avec Jean-Gabriel, on tente une nouvelle chose sur l'incubateur qui est on recrute de la même manière sur un nouveau projet et on va avoir en interne un business developer de Jean-Gabriel qu'on managera chez nous qui va faire une étude de marché sur un nouveau produit potentiel et vérifier en 3 mois si ce produit est commercialisable ou non. S'il est commercialisable, on enclenche derrière.
Donc voilà, ça c'est le point négatif, c'est le fait qu'il y ait plein de choses qui ne soient pas encore perfectionnées, Ouais, c'est etc. en train de se mettre en place. Voilà. Mais déjà, comparé au début, il y a déjà eu énormément d'améliorations, que ce soit dans l'organisation elle-même. Au début, c'était un peu brouillon, mais c'est normal, ça se faisait, il n'y avait pas encore les recrutements qui avaient été opérés, etc. Que sur l'aspect outils, les outils sont améliorés, le choix des outils a changé, etc. Et mine de rien, c'est important. Que sur l'aspect humain. Enfin, ça c'est bête, mais plus on passe de temps avec quelqu'un, mieux on se comprend. Ouais, bien sûr, la relation Il y s'approfondit. a une confiance aussi qui est importante. La confiance depuis le début, elle est C'est super importante. Et mettre la confiance, parce qu'on se connaissait tous les deux sur l'expertise comptable, mais il y a aussi un lien qu'on doit faire quand on crée l'incubateur, c'est qu'il y a un nouveau lien qui doit se créer entre le porteur de projet et le business développeur qui ne peut pas être l'expert comptable, parce que sinon l'expert comptable, il va mourir. Donc il a fallu aussi apprendre à se connaître là-dessus, aussi avec les équipes du business développement. Mais ça, peut-être j'en parlerai un peu tout à l'heure. Ok. Les équipes du business développement, c'est pas forcément les équipes de l'expertise comptable. Ok. Alors Akoneo, hein, c'est un modèle, on le voit, assez intéressant hein, pour le développement des experts comptables. La question, c'est quand même comment faire, comment se lancer dans ce type d'activité. Alors, ceux qui peut-être dans le public sont séduits par la formule, quels seraient vos conseils pour passer de l'expertise comptable à l'incubation d'entreprise, un saut qui peut paraître naturel mais qui est peut-être pas forcément aussi aisé à réaliser? Alors, pour les autres, je peux pas me permettre de parler pour tous les experts comptables, c'est sûr. Je vais raconter mon expérience à moi et comment je l'ai vécu. Quand je me suis lancé, ce que je disais, c'est que je partais avec Myriam ou pas. Myriam, c'est quoi comme profil? C'est un profil multi-entrepreneur France international qui a l'habitude de gérer des chefs d'entreprise, on va dire ça comme ça, et de développer des business. Je sais faire sur le principe. On est expert comptable, on sait tout faire sur le papier. On est censé tout savoir faire. Mais elle est meilleure que moi. La vérité, c'est ça. Elle est meilleure que moi sur ces sujets-là. Et je suis meilleur qu'elle sur d'autres sujets. Et c'est très bien, on se complète beaucoup. Mais du coup, la première chose importante que je vois là, c'est bien s'entourer, comme dans tout ce qu'on fait. Quand dans chaque activité qu'on doit redévelopper, il faut bien s'entourer. Et là, je dirais que le plus important, c'est de mettre en place une équipe qui va pouvoir faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui au cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes équipes d'expertise comptable s'occupent de la partie finance de tous tes projets et mes équipes de business développement s'occupent de la partie business développement. Et on a recruté totalement une nouvelle équipe. Communication, juridique, business développement pur. Et je pense que ça a été vraiment le plus important. Alors, ce qui me semble intéressant dans ce modèle en tant qu'observateur externe, c'est que très souvent, les experts comptables proposent des missions annexes, mais c'est compliqué de les facturer, de gagner concrètement de l'argent. Et j'ai l'impression qu'avec votre modèle, les choses sont plus claires. Il y a l'expertise comptable, il y a la partie conseil qui est peut-être plus incarnée par le côté business développement. Et ça, c'est payé, quoi, c'est facturé, quoi. Donc ça, c'est... Je te laisse répondre ou pas? Comme tu préfères. Ouais, non, mais Donc là, on a vraiment un enjeu assez majeur, hein, il me semble, de la profession. Tout le monde fait du conseil, mais souvent, c'est gratuit, quoi. Donc, je pense que ouais, il y a un truc, bon, c'est amusant à dire, mais des fois, je trouve que je les payais pas assez. On est passé à une nouvelle formule qui me paraissait plus équitable. Comme il a dit, il a dû recruter une nouvelle équipe, etc. Et les factures reflétaient pas ça. Akoneo a aussi des parts dans l'entreprise. Parts qui ont augmenté, j'espère. Ah ok, vous faites aussi Myriam qui gère ça. C'est Myriam qui gère ça. Mais du coup, fondamentalement, le truc à comprendre, c'est que si on veut s'investir autant dans l'entreprise, il faut prendre une partie des risques. Par exemple, une partie de la partie technique a été externalisée à un freelancer qui a voulu prendre aucune part dans l'entreprise et voir ça comme une mission mercenariale, ce qui est complètement ok, c'est une autre manière de travailler. Mais si on veut faire ce genre de choses où on devient réellement un business partner, il faut prendre une partie du risque et il faut prendre une partie au capital. Donc il y a un côté business angels. Non, on n'est pas business angel parce qu'on n'investit pas de manière financière. On est partie prenante. Alors pour le coup, pour les amis experts comptables, moi non. Mais mon associé oui, donc c'est elle qui l'est et je trouve ça très bien, c'est logique, c'est elle qui porte les projets en plus, donc ça a beaucoup de sens. Mais du coup, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment que on ait un intérêt personnel à ce que la société se développe. Et ça fait partie de notre discours, ça fait partie de notre mentalité aussi, dans tout ce qu'on présente. On s'implique à 100%.
et les équipes sont impliquées à 100%, et ça permet aussi d'avoir une relation qui est très différente avec nos clients de ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle en expertise. Vas-y, si tu veux. Ouais, juste pour continuer, pour moi, ce qu'il dit, c'est pas juste des mots jetés en l'air. L'implication à 100%, c'est pas forcément une question de temps de travail ou quoi qu'est-ce. C'est plutôt, je vais comparer aux relations plus mercenariales avec des sous-traitants, des freelancers ou ce genre de choses. En général, il va falloir très très bien spécifier la mission. Et sinon, les parties qui sont mal spécifiées, il va y avoir des problèmes, toujours. Pour moi, comprendre quelqu'un qui investit à 100%, c'est-à-dire que la personne va faire l'effort de réflexion pour essayer de comprendre ce que je veux et va comprendre de plus en plus au cours du temps. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au début, j'avais beaucoup de choses à expliquer, mais maintenant, peu importe la tâche, va peut-être y avoir 2 itérations et ce sera bon. Il y a une réelle compréhension immédiate C'est ça. avec une relation humaine qui s'est approfondie, qui va de pair avec la confiance dont vous parliez. Ouais. Et du coup, peut-être que financièrement, on va dire, je ne sais pas, Aconeo s'en sort et pas dans le rouge ou quoi qu'est-ce, mais ce n'est pas l'investissement financier ici qui est prépondérant, c'est vraiment le fait d'avoir un interlocuteur qui, à terme, comprenne le projet aussi bien que nous-mêmes. Et c'est ça la partie très importante, parce que quand on crée une entreprise, en tout cas dans des domaines innovants, etc., la chose la plus importante, c'est d'avoir quelqu'un qui couvre nos blind spots, nos points morts, nos angles morts. Et ça, c'est possible que si la personne a une compréhension aussi fine de notre business que nous-mêmes. Alors c'est peut-être difficile de multiplier en revanche les clients, je ne me rends pas compte. Alors, concrètement, il faut avoir une équipe très complète autour. C'est pour ça, encore une fois, Myriam est au centre de tout ça. Elle ne pouvait pas être là, j'explique juste pourquoi en 2 secondes, mais Myriam est enceinte de 8 mois, et donc ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Ça aurait eu du sens, on est d'accord. Non, sur le principe de ce que dit Jean-Gabriel, il y a surtout le point de on est apporteur d'idées. Je pense que c'est très important. Si on n'apporte pas d'idées, on n'est pas inutile, mais on perd une grande partie de ce qu'on apporte. Et Myriam a une manière aussi de fonctionner qui fait qu'elle va valider tous les points avec Jean-Gabriel. Elle a pu avoir des idées, elle a pu mettre en place des choses, mais tous les lundis, elle va quand même vérifier avec Jean-Gabriel. Jean-Gabriel, on a pensé à ça, on a pensé à ça, on a pensé à ça. Oui ou pas oui. Go ou pas go. Et derrière, ça se met en place. Parce que Myriam fait en sorte que ça se mette en place. Vas-y. C'était déjà un truc qu'il y avait avec Michael et que je connais de la plupart des dirigeants d'entreprise qui bossent avec des experts causes. En général, les experts causes sont bons à mettre en place des process et les suivre. Et en gros, on va dire qu'une très grosse partie de la valeur d'Aconeo, de mon point de vue, c'est prendre cette habitude à créer des process et les suivre et à les appliquer sur la gestion de l'entreprise elle-même. Donc après, c'est Myriam qui s'en occupe, mais j'ai vraiment vu ça comme une continuité de l'activité qu'on avait avec Michael avant. Peu importe la tâche qu'on faisait, à partir du moment où on la refaisait régulièrement, on avait un process qui était clair et non ambigu. Et ça a énormément de valeur, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a toujours 10, 15, 20 sujets à traiter en parallèle, et si à chaque fois on doit les retraiter à zéro, ex nihilo, on perd énormément de temps. Et du coup, le fait d'avoir des process sur tous les sujets qu'on ait déjà traités au moins une fois, c'est invaluable. On est d'accord. Pour finir à répondre à la question, ça se vend très bien. Ça se vend très bien, vraiment. Sur la valorisation, sur le prix proposé, on a très très peu de retours de négociation. Moi, ce que je ressens plus en expertise comptable, de la négociation, ça n'existe pas en incubation. Au contraire, ils voient très vite la valeur ajoutée, ils voient très vite ce que c'est, et finalement, on a très peu de soucis sur ce sujet. Le seul souci qu'on peut avoir sur le sujet d'incubation, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent être incubés, qui n'en ont pas forcément les moyens. Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour la mise en place de ce type de formule d'incubation pour les experts comptables qui nous écoutent? Bon, on a déjà fait un bon petit tour. Je pense qu'il y aura d'autres idées qui viendront tout à l'heure, mais je pense. Alors, Jean-Gabriel, donc Aconeo est un modèle intéressant pour les experts comptables, mais la question, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que ça plaît aux chefs d'entreprise? Alors, j'ai cru comprendre, en ce qui vous concerne, que vous préfériez Aconeo aux incubateurs, au système de l'incubation classique. Pouvez-vous nous exposer votre point de vue à ce sujet?
Qu'on soit clair, je ne suis pas passé moi-même par le système d'incubation classique, mais j'en ai vu d'autres. Et bon, on va dire, j'y vois trois bénéfices, mais qui me paraissent négligeables comparés aux autres choses. La première, c'est un réseau. En général, il y a un réseau. Les incubateurs sont souvent spécifiques à un domaine en particulier. Je ne sais pas, les blockchains, l'intelligence artificielle ou autre. Je parle de ces domaines parce que je suis en info, mais on peut imaginer pour d'autres. Donc ils vont apporter un réseau de connaissances, de personnes qui travaillent bien, et ça c'est pratique. Et du coup, Aconeo ne l'a pas par exemple en informatique. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que si je me lance en informatique, c'est que j'ai déjà mon propre réseau. Et du coup, ça c'est assez redondant. Au contraire, mon propre réseau, moi, ce sont des gens à qui je fais confiance. Donc un réseau qui vient d'une autre personne, ça ne me paraît pas top non plus. L'autre point, c'est l'aspect recherche de fonds. Donc, en tant qu'expert co, on n'est pas chercheur de financement professionnel, quoique sur certains budgets. On fait de la co-incubation beaucoup en fait. Quand il y a beaucoup de recherche de fonds, quand c'est des projets de recherche et développement purs, nous on cherche à faire des co-incubations avec des incubateurs publics qui ont tout leur intérêt là-dedans. Et là, ça marche très bien sur ce projet, sur ces principes-là. Pour TACAT, on est sur des problématiques un peu différentes. C'est ça. Mais du coup, c'est là où un incubateur pourrait avoir un avantage. Et le dernier point, c'est, mais ça par contre, c'est là où Aconeo triomphe, c'est que les incubateurs sont plus en mode consulting que vraiment prendre part au projet. Et pour moi, c'est ça la grosse différence. Il y a moins de proximité dans l'accompagnement, il y a moins de... Ouais. En fait, fondamentalement, cette mission, c'est une mission qu'on ne peut pas faire en masse. C'est pas possible d'incuber sans entreprise au sens de l'incubation qu'on a en tête. C'est pas possible d'être business partner dans 100 entreprises différentes. Du coup, fondamentalement... Parce que là, vraiment, on vous prend dans la main, on vous prend par la main. On fonce, au quotidien. On fonce ensemble dedans. C'est ça. Et du coup, ça, c'est fondamentalement une activité de contact, une activité locale, une activité de proximité avec énormément de confiance. Et c'est juste pas dans la structure d'un incubateur de pouvoir filer ça. Bien sûr. Ouais. Et alors, Aconeo, question peut-être qui fâche, est-ce que c'est mieux qu'un service classique d'expertise comptable ? Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas le même prix, c'est pas le même investissement, même temporel, parce qu'il faut beaucoup échanger avec pour les donner personnes. Envie à ceux qui nous écoutent de se lancer un peu, de se diversifier et tenter l'aventure. C'est plus, ça fait beaucoup plus que de l'expertise comptable, et même l'expertise comptable traditionnelle fait beaucoup plus que de l'expertise comptable. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, et même les autres dirigeants d'entreprise que je connais, c'est ce qu'ils ont vu aussi. Et du coup, c'est juste pousser cette logique. Donc je pense qu'il y a deux manières de voir son métier, peu importe le métier. La première, on va dire, c'est une manière un peu dépassionnée, mercenariale, où le but, c'est juste de faire ses heures et de plus y penser quand on rentre à la maison. Et l'autre, c'est une où on veut constamment être challengé, se dépasser, pas forcément en nombre d'heures, mais au moins sur l'aspect intellectuel, sur le fait de constamment apprendre de nouvelles choses. Et je pense que, en tant qu'expert co, si on fait plutôt partie du deuxième profil que le premier profil, qu'on a besoin de sens dans ce qu'on fait, qu'on veut tenter de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, l'incubation, c'est le format rêvé. Ok, donc c'est pas forcément quelque chose qui convient à tous les experts comptables, mais ceux qui veulent peut-être un petit peu plus de dynamisme, d'implication, de sens, c'est ça que j'entends en tout cas. Après, j'irai plus loin même là-dessus, c'est que même pour nous, experts comptables, ce qu'on fait ici, l'incubation encore plus, ça exacerbe ça, mais même en expertise, on ne prend pas tous les clients. On va prendre que des gens qui ont envie de bosser de cette manière-là. Quand je dis des rendez-vous stratégiques obligatoires en expertise comptable, s'il y a des gens qui savent tout sur tout, ou s'il y a des gens qui ne veulent pas être accompagnés ou conseillés, tant pis, ils peuvent aller chez des confrères qui vont faire ça très bien et qui ne voudront pas de faire cette partie-là, et ce sera très bien pour eux. Et le client sera heureux, l'expert comptable sera heureux, et c'est très bien. Nous, on sera malheureux, et j'ai pas envie de ça. Et c'est exacerbé dans la partie incubation. C'est-à-dire que le choix pour l'incuber de choisir Aconeo, il est très spécifique parce qu'Aconeo ne fait pas forcément les choses comme les autres, on est d'accord. Et pareil pour Aconeo, on ne choisit pas tous les porteurs de projets en incubation. Il y a un vrai questionnement à se faire. En tant qu'expert comptable, quand on se lance là-dessus, qu'est-ce que je veux comme porteur de projet ? Il a dit Jean-Gabriel, nous, notre objectif à terme, c'est d'avoir 25 à 30 incubés. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Projet, je vais dire ça comme ça, pas incubé, projet. C'est déjà un petit peu différent. Mais ces incubés, quand on les choisit,
c'est crucial. C'est pas des gens, c'est des gens avec qui on a envie de passer du temps. C'est des gens avec qui on peut passer plein de soirées d'affilée Ouais. où ça se passera On bien. change vraiment de modèle, ça devient vraiment une relation entre guillemets intuitu personné. Ouais, très. Ouais. Et c'est ce qu'attendent les gens en face. Donc si on n'est pas prêt à ça, si on fait le mauvais choix, nous aussi, hein, de l'incuber, c'est-à-dire à un moment on choisit de l'incuber. Donc c'est vraiment l'antithèse de la compta quanti en fait. Pour moi, le choix s'inverse. Ouais. C'est-à-dire que c'est nous aujourd'hui, on a 20 candidatures tous les mois sur l'incubateur. On a commencé la com en janvier. Donc c'est un démarrage. J'ai 20 candidatures par mois, on en retient une par mois, à peu près. Et tous les autres dossiers sont évincés. Alors on peut proposer des choses en expertise. Pareil, pour les experts comptables, ça a du sens. Donc c'est un modèle qui marche. Hein. Il y a vraiment, parce que c'est une Il y a autre question qu'on avait lancée en introduction. Y a-t-il un marché sur ce modèle? Est-ce que J'ai un autre point de vue sur la question. Moi, je connais surtout des développeurs informatiques, etc. J'en connais qui sont extrêmement compétents, qui sont 10 fois plus intelligents que moi, etc., etc. Ils pourraient lancer leur entreprise. Si, il y en a. Ils pourraient lancer leur entreprise et je sais que ça fonctionnerait. Et je sais qu'ils feraient un carton. On ne va pas forcément parler de licorne, mais ils s'en tireraient bien. Une vraie idée, quoi. C'est ça, de vraies idées, de vraies compétences derrière. Et le problème, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de se frotter à tout ce qui est perçu chiant quand on crée une entreprise. Donc c'est pas que l'expertise comptable, ça peut être tout ce qui est administratif, ça peut être tout ce qui est communication, faire une étude de marché, etc. Des trucs qui peuvent le paraître... côté business en fait, quoi, même le côté business, ouais. Tout ce qui n'est pas le cœur de métier à proprement parler. Et du coup, ça c'est magique quand même. On a une idée, on a peut-être un peu geek dans l'informatique, on a un peu peur de se frotter au monde réel du business, hein, parce que c'est un peu particulier. C'est stéréotype, mais c'est vrai, dans le sens où quand on est geek informatique, on est dans des communautés qui sont très ouvertes, qui ne sont pas du tout concurrentielles, où il y a énormément de partage de savoir, de connaissances, etc. Et du coup, se frotter à un autre type de pensée qui est, on va dire, pas idéal du tout et pas utopiste, c'est souvent assez violent. Et du coup, je pense qu'avoir, je sais pas, une centaine d'aconéos en France, ça pourrait débloquer un potentiel énorme. Et que si par exemple, je parle de mon domaine encore une fois, il y avait une communication vers ces geeks très talentueux, etc., etc., il y aurait de beaux partenariats qui puissent se faire. Il y aurait de belles rencontres intéressantes. Très intéressant. Je vais abonder un petit peu dans ce sens-là parce que tu dis toujours sur l'informatique. Donc c'est vrai que sur l'informatique, on y pense très vite quand on pense à start-up. Je vais ajouter une chose qui peut être intéressante aussi pour les autres experts qui pourraient se lancer là-dessus. On a fait un choix chez Aconeo, c'est d'aller vers des sociétés innovantes, en co-incubation, ou non innovantes. C'est-à-dire que des projets qui ne peuvent pas être incubés, privé-public d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas innovants et qui sont rejetés. Là, on en a plein en expertise comptable, nous on en avait énormément, et qui avaient besoin d'un accompagnement quand même, parce qu'ils avaient peut-être des moyens, parce qu'ils voulaient lancer une franchise, parce qu'ils étaient des chefs d'entreprise intelligents, mais ils n'avaient pas d'innovation dans leur projet. Et a priori, aujourd'hui, c'est compliqué si on n'a pas d'innovation dans son projet de se faire accompagner. Et bien aujourd'hui, il y a aussi une porte ouverte là-dedans, et il y a une énorme attente sur le marché là-dedans. Ces gens ont besoin, et c'est pour ça qu'on a aussi autant de candidatures, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées d'être accompagnées, qui ont envie, qui sont prêts à payer, et qui n'ont personne sur le marché pour leur répondre. C'est sûr que je pense à tous ceux qui ont une activité avec une société qui est peut-être même pas encore créée, qui ont peur de se lancer, avoir ce guichet unique qui vous propose « je te fais tout ». Je suis sûr qu'il y a énormément de clients qui seraient intéressés par cette perspective. Enfin, j'aimerais aussi ajouter, même chez des personnes non geeks, il y a l'idée que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile, etc., etc. Effectivement, si on ne vient pas de ce milieu, si on n'a pas connu de gens entrepreneurs ou autres, bah, c'est un monde avec ses propres codes, etc., etc. En tant qu'expert co, j'imagine qu'on connaît tous ces codes et qu'on y est frotté en permanence. Et du coup, on est vraiment dans une position privilégiée, je pense, pour faire cette interface avec des gens compétents, peu importe leur domaine. Moi, il y en a plein qui me disent « mais comment tu fais pour gérer ton entreprise, comment tu fais des fois, ils ont entendu parler de bilan comptable, mais ça prend pas de temps, ou ce genre de choses. Et la réponse, c'est que c'est pas moi qui m'en occupe. Et à partir du moment où nous aussi, on est OK pour écouter ce que dit l'expert co, de se renseigner un minimum, de pas juste avoir une relation mercenariale,
bah, ça se passe très bien. Et on peut se concentrer sur notre cœur de métier. Moi, sur mes autres entreprises, je me concentre aussi sur la partie commerciale parce qu'elles ne sont pas forcément incubées. Mais je pense qu'il y a un effort de com pour permettre à de nouvelles entreprises de se créer. Parce qu'il y a des gens qui seraient prêts à prendre la partie business, à prendre la partie technique, etc., mais qui n'ont jamais eu de profil entrepreneur autour d'eux et qui se disent que c'est impossible. Et du coup, là, l'expertco peut arriver et dire bah, je m'occupe de la partie financière, de la partie administrative, t'inquiète pas, juste fonce. C'est là qu'on voit qu'avec Aconeo, il y a aussi un autre enjeu, c'est l'image de la profession d'expert comptable qui doit peut-être évoluer. Et c'est justement ça aussi l'intérêt de votre projet, c'est que je pense que ça permet de moderniser l'image de l'expert comptable. Michael c'est évident qu'il y a un besoin, enfin je pense que c'est évident qu'il y a un besoin. Moi j'ai trop souvent des gens sur la partie commerciale qui m'appellent et on voit bien que ça les embête d'appeler un expert comptable, on voit bien que ça les embête cette partie-là, et on essaye de dédramatiser, on essaye de un petit peu sourire, etc. et dire vous inquiétez pas, on va pas vous faire du mal. Mais il y a un vrai souci aujourd'hui, je pense que si on est honnête, on n'a pas la meilleure image auprès de tous les entrepreneurs, auprès de plein d'entrepreneurs, on a une très belle image. Alors que, comme tu le disais, vous êtes effectivement une porte ouverte sur l'écosystème de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est assez curieux qu'avec une telle fonction, l'image soit pas très attractive, quoi. Bah, sur la nouvelle génération, je pense. Il y a un truc sur la nouvelle génération. Nous, on bosse beaucoup avec cette nouvelle génération et aujourd'hui, on a la chance de ne pas perdre de clients. C'est-à-dire, ça fait 3 ans, j'ai pas un client qui est parti. Mais je pense que le fait qu'on soit très intuitu du personnel, le fait qu'il y ait cette relation de confiance que tous les experts comptables mettent en place, essayent de mettre en place, je pense que c'est extrêmement important. Et peut-être aussi qu'on ne fasse pas que de la compta. Et je pense que la nouvelle génération, elle n'a pas envie de ça, quoi. Elle n'a pas envie d'un expert comptable qui fasse que de la compta. De toute façon, la compta, elle est quand même vocation à être automatisée, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose qui va sans doute disparaître assez rapidement. C'est notre souhait, alors je pense à moi en tout cas, à nos clients aussi, et nos incubés encore plus. On a tous envie que ça soit un sujet qui n'est plus un sujet. Alors, on a la chance d'avoir tous ces partenaires, encore une fois, qui seront récompensés cet après-midi, qui vont nous proposer des solutions. On va leur demander de l'interconnexion un peu plus, sans doute. Ça serait l'idéal, ça. Mais l'objectif à terme, la facturation électronique, il en a parlé, M. Casinesi, tout ce matin, tout ça nous simplifie la vie. Aujourd'hui, chez Jean-Gabriel, on n'est pas loin de l'idée que je me fais de la facturation électronique. C'est-à-dire que Jean-Gabriel nous fait suffisamment confiance pour que quasiment 90% de ses factures achat-vente soient récupérées en automatisé. Parce qu'il y a une confiance. Eh bien ça, c'est mon objectif à moi dans l'expertise comptable, dans quelques années, que je ne sois pas là pour réclamer des pièces, mais que je sois là pour savoir comment la stratégie se passe. Ouais, il y a vraiment de belles perspectives qui se dessinent. Alors justement, parlons un petit peu de l'avenir. Michael, au regard de tout ce qui vient d'être dit, comment est-ce que vous voyez l'expert comptable de demain ? Je pense qu'on a plein de choses à faire. Je pense qu'on est un moteur, on est central, on l'est déjà aujourd'hui, on est déjà le partenaire de confiance de nos clients, donc de la majorité des entreprises en France finalement. On a la possibilité de proposer plein de choses différentes grâce à ce rôle central. Aujourd'hui on a parlé d'incubation, mais on pourrait envisager plein d'autres choses. La gestion de patrimoine, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, pour moi c'est intéressant. On a la possibilité d'être au centre, à nous de faire en sorte de le rester et d'éviter ce risque-là. Parce que c'est vrai que c'est quand même la problématique, c'est que vous êtes au centre, assis sur un socle de compta qui est un petit peu en train de vaciller. Du coup, c'est une vraie question quand même. Donc, prenons le reste. Ouais. Prenons le reste, c'est-à-dire que faisons en sorte d'être indispensable demain. En étant sur la compta, on ne sera pas indispensable demain. Clairement. Et c'est pas le but. Et c'est pas ce que les clients veulent. Par contre, eux, ils adoreraient avoir un bras droit. Ils adoreraient avoir une personne en qui ils peuvent avoir confiance. On est cette personne, faisons en sorte de la rester demain, de rester cette personne-là. Alors Jean-Gabriel, comment vous, en tant que chef d'entreprise, comment vous voyez ce fameux expert comptable du futur ? Quelles sont vos attentes ?
Idéalement, il y a une grosse partie des missions qui n'existeraient plus et qui seraient complètement automatisées, en tout cas de mon point de vue. Peut-être par vous, hein, via l'informatique. Entre autres, ouais. Mais juste de meilleurs process administratifs, etc., ça pourrait déjà faire beaucoup. Hein. Je veux dire, on a l'Internet depuis quelques décennies maintenant, on a l'informatique depuis encore plus longtemps. À partir d'un moment, le problème n'est pas technologique, quoi. Mais bon, c'est pas ça la question. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple du fait d'employer quelqu'un. Donc sur employer quelqu'un, il y a plein de sujets différents. Il y a le contrat, il y a la négociation, il y a la paye, etc. etc. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, si c'est notre première entreprise, on ne connaît pas du tout ces sujets. Et donc, ces sujets sont subtils, relativement complexes, etc., etc. Mais globalement, une fois qu'on y a été frotté une dizaine de fois, on a une bonne idée de comment ça se passe, etc. Et qu'on a eu quelques petits cas complexes, on a une bonne idée de comment ça se passe. Du coup, il y aura toujours ce besoin-là. Il y aura toujours ce besoin d'employer des gens, pas forcément employer, ça se trouve, ce sera contracté, sous-traité, etc., etc. Mais il y aura toujours ce besoin-là. Et il faudra toujours une personne qui a été exposée à 1000 situations de ce style et peut nous aider dessus. Et dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'autres situations de ce style. Il n'y a pas que le fait d'employer quelqu'un ou de bosser avec quelqu'un ou autre. On peut imaginer toutes les situations du style. Et du coup, ce qu'on voudra toujours dans une entreprise, ça va être avoir un profil qui est plus domaine, qui est plus technique. Et quand je dis technique, ce n'est pas forcément technologique. Ça se trouve, une entreprise, son innovation, elle va être commerciale ou autre. Donc un profil plus technique, qui est plus dans le projet, et un autre profil qui a plus de l'expérience dans la gestion d'entreprise au final. Et pour moi, l'expertco, la mission d'expertise comptable, elle n'est pas transcendantale. C'est pas spécialement crucial ou autre. Une grosse partie va être automatisée. Pour moi, la partie beaucoup plus intéressante, c'est qu'un expert comptable, il a été frotté à énormément d'entreprises et il sait comment ça se passe. L'expérience de l'entrepreneuriat et des différents modèles d'entreprise. Et des différents modèles, potentiellement de plein de tailles d'entreprises différentes, dans plein de domaines différents. Un expert de la TPE-PME, comme disait Lionel Canesi tout à l'heure. C'est ça. Et pour plus moi, un expert, moins un comptable, quoi. Voilà, clairement. Et ça, il en faudra. Très bien. Plus un expert, moins un comptable. On va dire que c'est le mot de la fin pour cette table ronde. Merci Michael, merci Jean-Gabriel pour votre participation. Merci également au public de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Restez avec nous sur les rendez-vous du chiffre.